Bonsoir et bienvenue sur News Info et merci de nous rejoindre pour décryptage. L'Iran a lancé mardi dernier une attaque massive contre Israël à l'aide de plus d'une centaine de missiles balistiques. L'armée israélienne parle d'une escalade grave et dangereuse qui aura des conséquences. Téhéran se dit prêt à frapper toutes les infrastructures d'Israël en cas de riposte. Quels sont les enjeux, les défis à relever pour la médiation, notamment la France ou encore l'ONU? Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. La situation s'est envenimée ces derniers jours. L'Iran a lancé près de 200 missiles balistiques contre l'État hébreu, une manière de venger peut-être la mort des chefs du Hezbollah et celui du Hamas palestinien. Tout à fait. Dans la revendication de cette attaque, l'Iran a été très clair en parlant de la mort de Haniyeh, le responsable du Hamas qui avait été tué à Téhéran, en parlant bien sûr de la mort du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, mais plus également un responsable iranien qui était sur place, qu'on peut considérer qu'il n'était peut-être pas visé directement, mais ils l'ont également cité. Et c'est pas une surprise, puisque sur ce plateau, je disais la dernière fois, si la réponse doit venir des gardiens de la révolution, la réponse sera militaire. C'est clair, c'est net. Si la réponse doit venir du côté politique seulement, il y aura peut-être plus de réflexion en s'interrogeant sur ce qui risque de se passer, puisque on le voit déjà, l'Iran riposte, Israël promet de riposter, l'Iran permet de riposter encore plus fort si Israël riposte. Mais quand on ne nous parle pas d'escalade, on est en train de rentrer en bonne et due forme dans la guerre. Et s'il faut faire une médiation, je crois que c'est le moment de le faire pour trouver une solution au lieu d'attendre que ça soit trop tard pour revenir parler de médiation. Et pour mieux comprendre que représentent ces pertes en vies humaines de ces leaders qui ont été atteints par des frappes pour les alliés libanais et iraniens. Mais ça représente quelque chose de très fort, parce que pour le Hamas, Haniyeh était l'homme qui, en fait, dialoguait même avec les Israéliens pour la libération des otages, pour le cessez-le-feu. À chaque fois qu'on a parlé de discussions au Qatar, en Égypte, etc., c'était l'homme du dialogue au niveau du côté palestinien. C'était en même temps le responsable également du Hamas au niveau de la branche politique. Donc, c'est un symbole en bonne et due forme, mais c'est le premier représentant d'une organisation. C'est une façon de vouloir décapiter également l'organisation. Pour Hassan Nasrallah, c'est encore plus fort, puisque lui, il était d'abord un guide religieux, puisque c'était le guide de ces chiites qui appartiennent à ce mouvement-là. Il est un chef politique, parce qu'au Liban, son groupe participe à la mise en place des gouvernements, ils sont à l'Assemblée, etc., puisque comme on le sait, il y a une façon particulière de concevoir le gouvernement au Liban, en prenant en compte les réalités communautaires qui sont sur place. C'est également une branche militaire, puisque s'il faut comparer aujourd'hui l'armée du Liban par rapport à l'armée du Hezbollah, il faut se poser la question, est-ce que l'armée du Hezbollah n'est pas mieux préparée et plus armée que l'armée libanaise elle-même? Donc, ces deux leaders de deux mouvements, mais il faut le dire clairement, les réalités ne sont pas les mêmes. Nasrallah dirige le Hezbollah depuis pratiquement 1992. Ça fait fort longtemps. Il se savait menacé également depuis fort longtemps, raison pour laquelle ses apparitions publiques étaient particulièrement rares. Entre frappe et riposte, la guerre est ouverte. Vous parlez donc de médiation rapide pour éviter donc le pire, franchir peut-être une ligne rouge. Justement, parlant de médiation, qu'est-ce que la France apporte sur la table vis-à-vis du Liban? La France est davantage intéressé par la question libanaise. Rappelez-vous que sur toutes les crises libanaises, y compris quand Hariri a été retenu en Arabie Saoudite à un certain moment, après l'explosion au niveau du port, la difficulté à pouvoir mettre en place un président de la République du Liban, le président Macron, à un certain moment, avait fait du Liban pratiquement son cheval de bataille en faisant tout ce qu'il pouvait pour essayer de résoudre cette question du Liban. Donc il y avait un problème interne au niveau du Liban qui intéressait la France, et le Covid, l'explosion du port
les bombardements israéliens actuellement sur le Liban Sud, sur Beyrouth, sur la banlieue de Beyrouth, font que la France est davantage intéressée par cette question libanaise. La France était déjà dans la question palestinienne avec une position plus proche d'Israël que de la neutralité. Mais ici, la question libanaise intéresse particulièrement la France. Raison pour laquelle la France presse le Conseil de sécurité pour une réunion d'urgence pour essayer de trouver un cessez-le-feu, parce que les gens disent toujours il ne faut pas qu'on franchisse la ligne rouge. Mais moi, je me demande si on n'a pas déjà franchi la ligne rouge. Israël a bombardé le Liban, il a bombardé le Yémen, il a bombardé au niveau de la bande de Gaza, l'Iran a bombardé au niveau d'Israël. Mais où est la ligne rouge finalement? Pour moi, la ligne rouge a déjà été franchie. Maintenant, chacune de ces parties connaît très bien la conséquence d'un affrontement militaire direct. C'est peut-être ça aujourd'hui qui crée des hésitations, mais qu'on le dise clairement, on a déjà dépassé le Rubicon. Il faut se lever avant qu'on ne se retrouve dans autre chose. Les menaces de riposte se multiplient. On sent quand même une détermination des deux côtés entre Iraniens et Israéliens. Dans ces conditions, comment obtenir une trêve alors que le patron, le numéro 1 de l'ONU, Antonio Guterres, est déclaré persona non grata en Israël? En tout cas, si on écoute le discours de Netanyahou, si on écoute le discours du président iranien, si on écoute le discours du chef d'état-major des armées israéliennes, la même chose au niveau de l'Iran, c'est parti pour la guerre. Puisque, en écoutant ces personnes, aucune personne... Chacun de son côté est prêt à frapper fort. Très, très fort même. Aucune de ces personnes n'a parlé en se mettant dans une logique de négociation. Au contraire, chacun a parlé en mettant l'autre dans une logique de soumission. C'est-à-dire reste sur place, sinon je vais t'écraser, pour dire les choses de façon très simple. Donc ça veut dire que s'il faut partir de ces discours, on est très loin d'une médiation. Israël ne veut pas de Guterres, c'est normal, parce qu'il faut reconnaître que avec les massacres israéliens de l'armée israélienne au niveau de Gaza, d'un point de vue diplomatique, même un certain nombre de pays qui soutenaient Israël sur des questions sécuritaires ont fini par reculer. Certains pays ont bloqué des livraisons d'armes, y compris des pays européens, au niveau des Nations Unies, quand le président Netanyahou parlait, mais beaucoup n'ont pas voulu écouter parce qu'on considère que ce qui se passe actuellement au niveau de Gaza en particulier, c'est un génocide. Et les gens considèrent aussi que quelqu'un qui n'écoute rien du tout de ce que les Nations Unies disent, qui ne respecte pas les Nations Unies. Plusieurs fois, les Israéliens ont déchiré des résolutions des Nations Unies à l'intérieur même des Nations Unies, mais certains se sont dit pourquoi on va venir écouter celui-là parler aux Nations Unies alors qu'ils ne veulent pas écouter eux-mêmes l'organisation des Nations Unies. Donc, avec ce qui s'est passé à Gaza, d'un point de vue diplomatique, certains soutiens d'Israël ont reculé devant les massacres qui ont été commis. Ça fait que, bon, Israël attaque aujourd'hui le secrétaire général avec raison, et c'est une stratégie tout simplement parce que Israël sait que s'il fallait organiser une assemblée générale des Nations Unies, bloquer les vétos, les Nations Unies vont condamner ce que Israël est en train de faire au niveau de Gaza et certainement même ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Liban. Et l'État hébreu dit regretter la non-condamnation de l'attaque iranienne. Mais en quoi c'est important pour justement Israël que ces attaques soient condamnées fermement et reconnues donc comme agression par l'ONU? Israël n'accepte pas qu'on le condamne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Israël n'accepte pas qu'on le condamne et Israël demande qu'on condamne. Mais entre l'attaque iranienne sur Israël, où pour le moment on n'a pas les bilans, puisque Israël empêche les populations israéliennes de filmer et de montrer les impacts pour qu'on sache véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Mais également, l'État hébreu déclare qu'il n'y aurait pas eu de victimes, sinon de pertes en vies humaines après ces attaques. Oui, mais il y a de très bonnes télévisions israéliennes qui sont capables d'aller nous montrer les impacts. On ne nous les a pas montrés. Il y a des impacts qui sont montrés. On nous disait qu'il n'y en a pas. Les missiles ont été interceptés. Moi, j'attends encore. Je ne suis pas sûr que nous avons la plénitude de l'information. Pourquoi on interdit aux Israéliens de filmer et de montrer? Quelques-uns l'ont fait et ont montré des impacts. On n'a pas le détail pour le moment pour savoir jusqu'où c'est allé, puisqu'il semble que c'est plutôt des structures militaires qui ont été atteintes avec ces bombardements-là. Jusqu'où c'est vrai, jusqu'où ce n'est pas vrai, je n'ai pas l'ensemble des éléments pour le dire pour le moment. Il va falloir être patient.
pour qu'on sache véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Les journalistes iront pour chercher et sortir l'information. C'est ça leur travail. On n'a qu'à ne pas être pressé, tout simplement. Antonio Guterres réclame un cessez-le-feu, mais comment l'obtenir dans ces conditions où sa voix n'est plus reconnue par l'État hébreu? Et est-ce que ça complique ou non la situation au niveau diplomatique? Ben, ça ne change rien du tout. Antonio Guterres, c'est vrai que c'est lui le responsable des Nations Unies, mais il prend quelle décision? C'est au niveau du Conseil de sécurité qu'on prend les décisions. Je rappelle toujours cela, le bombardement de l'Irak par les États-Unis. À l'époque, c'est Pérez de Cuellar qui était le secrétaire général des Nations Unies. Lui et moi, on a appris l'information au même moment. Parce que tout le monde s'attendait à une attaque. Moi, je suivais la télé, on me demandait, ils vont attaquer, ils ne vont pas attaquer. Et c'est Pérez de Cuellar qui le dit. Il a suivi le président Bush dire qu'ils sont en train d'attaquer l'Irak. Et il a appris l'information comme ceux qui ont suivi le direct à l'époque, comme moi. C'est pour dire c'est quoi le poids du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas lui qui prend la décision. C'est au niveau du Conseil de sécurité que la décision se prend. Et tout le monde sait que ce Conseil de sécurité est bloqué depuis fort longtemps parce que vous y avez des Chinois qui ont tendance à s'abstenir le plus souvent sur un certain nombre de questions. Vous avez les Russes qui bloquent les initiatives des États-Unis. Vous avez les États-Unis qui bloquent les initiatives des Russes. Quand il faut condamner les Russes ou leurs alliés, les Russes mettent leur veto. Quand il faut condamner les États-Unis ou leurs alliés, les États-Unis mettent leur veto. Mais c'est ça le blocage en fait. C'est ce blocage qui fait que les Nations Unies ont du mal à donner des positions qui soient pertinentes sur la question ukrainienne, des positions qui soient pertinentes également sur cette question concernant la Palestine et Israël, le Liban, et pas seulement, même sur la question du Soudan, puisque quand vous regardez derrière, vous voyez dans un camp une partie de ceux qui ont les droits de veto, dans l'autre, vous voyez une autre partie. Donc il y a plein de conflits actuellement pour lesquels les Nations Unies devaient véritablement s'investir. Le secrétaire général ne va pas se casser la tête parce qu'il sait que même si vous vous investissez, le blocage, il est là parce que ceux qui ont les droits de veto sont d'une façon ou d'une autre partie prenante de ces conflits. Et les frappes israéliennes ont fait au moins 1974 morts et 9384 blessés au Liban, selon le ministère de la Santé. Les États-Unis ont appuyé Israël pour notamment intercepter des drones ou des missiles lancés par l'Iran sur l'État hébreu. Et Kiev déplore dans cette situation une forme de déséquilibre entre le soutien, l'appui des États-Unis à Israël, contrairement à Kiev. Comment comprendre cela? C'est tout à fait logique. Le soutien américain par rapport à Israël est plus fort que le soutien américain par rapport à Kiev. C'est clair. C'est un fait? C'est un fait. C'est une réalité qui est là. La deuxième chose, la guerre en Ukraine, c'est comme si on va de plus en plus vers l'acceptation que l'Ukraine a perdu la guerre. On cherche peut-être la petite brèche par laquelle on va trouver la sortie honorable, tout simplement. Mais pourquoi il se plaint du fait que les populations ukrainiennes ne sont pas protégées? Pourquoi il ne se plaint pas du fait que les populations soudanaises ne sont pas protégées? Parce qu'il y a deux généraux qui sont en train, pour juste une question de pouvoir, de tuer des milliers de Soudanais, de mettre des millions de Soudanais sur la route de l'exil, du déplacement, à cause de deux personnes. Mais pourquoi ils ne parlent pas de cette zone du Sahel où des bandes terroristes attaquent les gens, tuent les populations, prennent les bœufs, détruisent les commerces des gens? Et ces gens-là, on en fait quoi? C'est ça également les relations internationales aujourd'hui. Dans les conflits, il y a des conflits qui intéressent plus ceux qui considèrent que c'est eux qui doivent déterminer l'opinion internationale. Il y a des conflits qui les intéressent moins. C'est ça la réalité. Je n'ai pas parlé de la RDC, je n'ai pas parlé de la Somalie, parce qu'il y a encore des conflits qui sont là. Ce n'est pas le conflit ukrainien et le conflit Israël, Palestine, Liban, actuellement Iran, qui sont au niveau de cette planète. Il y a d'autres conflits, mais ceux qui déterminent, si on peut l'appeler ainsi, la marche du monde, c'est eux qui choisissent quel conflit on considère comme étant le plus important. Et vous allez voir, l'aide militaire, la protection, l'aide humanitaire, tout va aller faites allusion au Conseil de sécurité? Mais bien sûr.
le Conseil de sécurité, les pays qui sont membres également du Conseil de sécurité et d'autres pays qui se retrouvent dans les alliances comme l'OTAN, comme l'Union européenne, etc. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.